Le 22 janvier 1943, à 9h17 du matin, le sous-lieutenant John George se tenait accroupi dans les ruines d'un blockhaus japonais à l'ouest de Point Cruz. Il observait un Banyan à 240 yards à travers une lunette que ses collègues officiers avaient moquée pendant 6 semaines. Il avait 27 ans, était champion de l'Illinois, mais n'avait encore aucune confirmation de tir et les Japonais avaient 11 tireurs d'élite dans la forêt de Point Cruz. Au cours des 72 dernières heures, ils avaient tué 14 hommes du 132e régiment d'infanterie. Le commandant de George avait qualifié son fusil de jouet. Les autres chefs de section l'appelaient sa fiancée, commandée par correspondance lorsqu'il avait déballé le Winchester modèle 70. Le fusil était équipé d'une lunette Lyman Alaskan et d'un support Griffin & Howe et avait été déballé au camp Forrest dans le Tennessee. Le responsable de l'armement voulait savoir s'il servait à tirer sur des Serfs ou sur des Allemands et George expliqua que c'était pour tirer sur les Japonais. Ils étaient partis avant l'arrivée du fusil. George avait passé tout le voyage vers Guadalcanal à regarder les autres nettoyer leurs garandes, tandis que son arme restait dans un entrepôt dans l'Illinois. Il avait demandé qu'on la lui envoie par la poste militaire. 6 semaines plus tard, fin décembre 1942, un sergent du ravitaillement lui remit une caisse en bois marquée « Fragile ». À l'intérieur se trouvait le fusil pour lequel il avait économisé 2 ans de salaire de la garde nationale. Le fusil pesait 9 livres et la lunette ajoutait 12 onces. Le garand, fourni à tous les autres hommes de son bataillon, pesait 9 livres et demi et n'avait pas de grossissement. Le fusil de George était à verrou avec 5 coups, alors que le garand était semi-automatique avec 8 coups. Le capitaine Maurice lui ordonna de laisser le fusil de sport dans la tente et de porter une vraie arme, mais George le garda. Il servait dans le 132e régiment d'infanterie. Ils avaient relevé les Marines à Guadalcanal fin décembre 1942. Les Marines combattaient depuis août. Ils avaient pris l'aérodrome Henderson, ils l'avaient tenu, mais ils n'avaient pas pris le mont Austin. Et ils n'avaient pas nettoyé les Japonais des forêts côtières à l'ouest de la rivière Matanico. Le mont Austin culminait à 1514 pieds et les Japonais l'appelaient Gifu. 500 hommes, 47 blocos. Le bataillon de George attaqua le 17 décembre. Ils combattirent pendant 16 jours, perdant 34 morts et 279 blessés, avant de finalement prendre le flanc ouest. Le 2 janvier, George n'avait toujours pas tiré une seule fois avec son Winchester au combat. La forêt autour de Point Cruz était différente. Pas de blocos, pas de position fixe. Seulement des soldats japonais qui s'étaient retirés vers l'ouest depuis l'aérodrome Henderson et s'étaient terrés dans des arbres géants. Certains de ces soldats étaient des tireurs d'élite. Ils avaient des fusils Arisaka type 90 à lunettes et ils connaissaient la jungle et savaient attendre. Le 19 janvier, un tireur d'élite tua le soldat de 2e classe Davis alors qu'il puisait de l'eau à une source. Le 20 janvier, un autre tireur d'élite tua 2 hommes de la compagnie L lors d'une patrouille. Le 21 janvier, 3 autres moururent. L'un d'eux fut atteint à la nuque depuis un arbre et la patrouille était passée 2 fois. Le commandant du bataillon convoqua George ce soir-là car les tireurs d'élite japonais tuaient ces hommes plus vite que la malaria et il avait besoin de quelqu'un qui savait tirer. Il voulait savoir si ce fusil commandé par correspondance pouvait vraiment toucher quelque chose. George expliqua ses états de service. Champion de l'Illinois à 1000 yards en 1939, à l'âge de 23 ans. Le plus jeune champion de l'histoire de l'État, groupement de 6 pouces à 600 yards avec viseur ouvert. Avec la lunette Lyman Alaskan, 5 coups dans 4 pouces à 300 yards. Le commandant lui donna jusqu'au matin pour prouver. Si vous voulez voir comment le fusil civil de George se comporte face aux tireurs d'élite japonais entraînés à la guerre dans la jungle, cliquez sur ce bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées comme celle-ci et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à George. George passa toute la nuit à inspecter son fusil. Le Winchester avait été enveloppé dans de la cosmoline pour le voyage en mer et il le nettoya. Il vérifia les supports de la lunette. Il chargea 5 cartouches de chasse 30-06 qu'il avait emballées dans le Tennessee, des munitions militaires standards, les mêmes que celles utilisées par le garand. À l'aube du 22 janvier, George se mit en position dans les ruines d'un blockhaus japonais que son bataillon avait pris 3 jours plus tôt. Le blockhaus donnait sur les cocoteraies à l'ouest de Point Cruz, selon les renseignements. Les tireurs d'élite japonais opéraient depuis de grands arbres dans cette zone, des banyans. Certains atteignaient 90 pieds de haut avec des troncs de 8 pieds de diamètre. Un tireur d'élite pouvait grimper dans l'un de ces arbres avant l'aube et y rester toute la journée sans être détecté. George n'emportait pas d'observateur, pas d'opérateur radio, seulement son fusil, une gourde et 60 cartouches dans des chargeurs.
Il s'installa dans le blocos et commença à observer les arbres à travers sa lunette. La lunette Lyman Alaskan avait un grossissement de 2,5 fois. Pas énorme, mais suffisant pour voir un mouvement dans les branches que l'œil nu aurait manqué. La forêt n'était jamais silencieuse. Oiseaux, insectes, bruit lointain de l'artillerie. George avait appris à filtrer le bruit et à se concentrer sur le mouvement, et il balaya lentement les arbres, de gauche à droite, de haut en bas. À 9h17, il le vit. Une branche bougea, sans vent, juste un léger déplacement, à 87 pieds de haut dans un banyan. À 240 yards, George vit la branche bouger à nouveau, puis il distingua une forme. Un homme, vêtu de sombre, assis à l'intersection de 3 branches. Le tireur d'élite japonais fait face à l'est, surveillant le sentier où le bataillon de George transporte des fournitures. George ajuste sa lunette, 2 clics vers la droite pour compenser le vent et contrôle sa respiration. La détente du Winchester est lisse comme du verre, une pression de 3,5 livres. Il avait passé des heures à régler son fusil au Camp Perry avant la guerre. Maintenant, il allait savoir si un fusil de tir civil pouvait tuer un homme entraîné à le tuer. D'abord, George appuie sur la détente. Le Winchester heurte son épaule. L'explosion résonne à travers la forêt à 240 mètres. Le tireur d'élite japonais sursaute et tombe. Il tombe à travers les branches. Son corps fait une chute de 90 pieds et s'écrase au sol près du pied d'un banyan. George réarme, la douille vide est éjectée. Il insère une autre cartouche, il garde la lunette sur l'arbre et attend un mouvement, mais rien. Le coéquipier du tireur d'élite doit être proche. Les tireurs d'élite japonais travaillent par paire, un tireur, un observateur. Si George vient de tuer le tireur, l'observateur se trouve quelque part sur cet arbre ou sur les arbres voisins. George scrute les banyans environnants. La lunette de 2,5 fois l'oblige à chercher lentement. Chaque arbre peut cacher plusieurs hommes et la canopée crée des ombres qui rendent les formes difficiles à distinguer sans une observation attentive. À 9h43, il trouve le deuxième tireur d'élite sur un autre arbre à 60 mètres au nord du premier. Celui-ci est plus bas, environ 50 pieds. Le soldat japonais descend le long du tronc, battant en retraite car il a entendu les coups de feu et sait que sa position est compromise. George vise, anticipe le mouvement et tire. Le deuxième tireur d'élite tombe à la renverse de l'arbre, son fusil dégringole à travers les branches devant lui. Les deux touchent le sol de la forêt en quelques secondes, 2 coups, 2 vies. George charge le Winchester avec une bande de chargeur, ses mains stables, sa respiration contrôlée. Cela ne diffère pas du tir au Camp Perry, sauf que la cible riposte. À 11h21, une balle japonaise frappe le sac de sable à 6 pouces de la tête de George et l'impact projette de la terre sur son visage. Il roule sur la gauche et se plaque contre le mur du bunker. Le coup vient du sud-ouest, une direction différente des 2 premiers tireurs. George attend 3 minutes, puis recule lentement vers sa position de tir et scrute les arbres au sud-ouest. Le tireur bougera après avoir tiré. C'est la règle de base du tireur d'élite. Tirer et bouger, mais dans une jungle aussi dense, les options de mouvement sont limitées. George le trouve à 11h38 au 3e arbre en partant de la gauche dans un groupe de 5 banyanes à 73 pieds de haut où le tireur japonais s'est repositionné. Il s'est déplacé vers une autre branche mais sur le même arbre, une erreur. George place le réticule sur la forme sombre et tire. Le 3e tireur d'élite tombe sans un bruit. À midi, George a tué 5 tireurs d'élite japonais. La rumeur se répand dans le bataillon. Ceux qui s'étaient moqués de son fusil acheté par correspondance demandent maintenant s'ils peuvent le voir travailler. George refuse les spectateurs car attirer l'attention. L'attention attire le feu. Les tireurs d'élite japonais s'adaptent. Après la 5e mort, ils cessent de se déplacer 2 jours. George passe l'après-midi à scruter les arbres sans rien voir. À 16h, il retourne au PC du bataillon. Le capitaine Maurice l'attend. Sa voix n'est plus moqueuse. Il veut que George retourne en position à l'aube. Le 23 janvier commence avec de la pluie, une pluie tropicale battante qui transforme le sol de la forêt en boue et rend les arbres invisibles au-delà de 100 mètres. George s'assoit dans le bunker et attend que le temps se dégage. La pluie cesse à 8h15. À 08h45, la visibilité est suffisante pour travailler. George repère le premier tireur d'élite de la journée à 9h12. Le soldat japonais avait grimpé en position pendant la pluie. Intelligent, le bruit de la pluie masque les mouvements. Ce tireur a choisi un arbre à 290 mètres, une distance plus grande qu'hier. Intelligent aussi, ils apprennent ses capacités. George compense la distance et tire.
tire, le tireur tombe. La 6e mort entraîne une réaction que George n'avait pas prévue. À 9h57, les mortiers japonais commencent à tirer sur la zone autour de son bunker, car ils ont localisé sa position d'après la flamme de bouche ou le son. Le premier obus tombe à 40 mètres, la deuxième salve à 20 mètres et la troisième va frapper le bunker. George attrape son fusil et court, sprintant vers le nord le long de la ligne d'arbres, et plonge dans un cratère de bombe alors que la troisième salve frappe. Le bunker qu'il occupait disparaît dans les explosions et les débris volants. Il se déplace vers une autre position, un arbre tombé à 120 mètres au nord du bunker détruit. L'arbre offre un abri et une vue dégagée sur les bosquets, et George s'installe et continue d'observer. Les Japonais envoient d'autres tireurs d'élite cet après-midi-là, ils savent que George les chasse, et maintenant ils le chassent à leur tour. La donne a changé et ce n'est plus du tir sur cible, mais un duel. À 14h23, George a éliminé le 7e sniper et à 15h41, il a éliminé le 8e. Celui-ci avait grimpé haut à 94 pieds dans un figuier des Banyans pour se cacher, mais la hauteur projetait une ombre noire sur le ciel. Quand l'angle du soleil a changé à 17h, le capitaine Morris a envoyé un coureur appeler George. George était en position depuis 9h et Morris voulait des chiffres. George a signalé 8 victimes confirmées en 2 jours, 12 coups tirés, 8 victimes, 4 ratés. Morris a confié à George la poursuite des opérations de sniper à partir de l'aube du 24 janvier. Cette nuit-là, George a nettoyé son Winchester et a calculé. 11 snipers japonais opéraient dans la forêt de Point Cruz. 8 étaient morts, il en restait 3. Ces 3-là seraient les meilleurs, ceux qui avaient survécu le plus longtemps. Et maintenant, il savait exactement à quoi ressemblait George et exactement quel fusil il portait. George a chargé 5 nouvelles balles dans son Winchester et a essayé de dormir à 3 heures. Il a abandonné et s'est assis dans la tente avec le fusil sur les genoux. La pluie a recommencé à 4h15. À 5h30, la pluie était assez forte pour retarder les opérations à l'aube. George a utilisé ce temps pour se déplacer vers une nouvelle position. Pas un bunker, pas un arbre tombé, un endroit où les Japonais ne s'y attendaient pas. Il a choisi un point à 70 yards au sud de son ancienne position, un gros affleurement rocheux que les Marines avaient utilisé comme nid de mitrailleuses. En décembre dernier, cette position offrait un bon couvert et un champ de tir qui chevauchait la forêt. Il s'est installé et a attendu que la pluie cesse. À 7h43, la pluie a ralenti en bruine. La visibilité s'est améliorée et George a commencé à scruter les arbres avec ses jumelles. À 8h17, le 24 janvier, il a trouvé le sniper numéro 9. Le soldat japonais était placé dans un palmier à 190 yards, bas, seulement à 40 pieds, inhabituel. La plupart des snipers grimpaient haut pour une meilleure vue. Celui-ci avait choisi la dissimulation plutôt que la hauteur. Les frondes du palmier formaient une cache naturelle qui serait invisible du sol, mais George n'était pas au sol. Il était perché sur les rochers, l'angle lui permettait de voir dans la zone France. Il pouvait voir la forme sombre de l'épaule et de la tête du sniper. George a visé, contrôlé sa respiration et a commencé à presser la détente, puis il s'est arrêté. Quelque chose clochait, la position était trop évidente, trop facile. George chassait les snipers depuis 3 jours et en avait tué 8. Les 3 restants ne commettraient pas d'erreur basique, ils ne se placeraient pas là où un sniper en hauteur pourrait les repérer. À moins que ce soit un leurre, George a baissé son fusil et a balayé les arbres environnants. Si le sniper dans le palmier était un leurre, le vrai sniper serait placé pour le couvrir. Il surveillerait quiconque tirerait, attendant la lueur de bouche et prêt à riposter. George a scruté les arbres méthodiquement avec ses jumelles, de gauche à droite, de haut en bas, et a vérifié chaque arbre dans un rayon de 300 yards du palmier. Cela a pris 11 minutes et à 8h28, il a trouvé la vraie menace. La vraie menace était un figuier des Banyans à 80 yards au nord-ouest du palmier, haut de 91 pieds. Le sniper japonais était placé dans une cache parfaite et les branches et les lianes le cachaient de 3 côtés. Il avait une ligne de mire dégagée vers l'ancienne position de George sur l'arbre tombé. Il attendait que George apparaisse là-bas ou tire sur le leurre dans le palmier. George avait 2 problèmes. Premièrement, le vrai sniper regardait vers la mauvaise position. Si George tirait sur lui, le son révélerait la vraie position de George. Le sniper se déplacerait avant que George puisse recharger et insérer une nouvelle balle.
Deuxièmement, si George ne faisait rien, le sniper finirait par réaliser que George n'était pas sur l'arbre tombé et commencerait à le chercher. George a décidé d'utiliser le leurre contre eux, à viser le sniper leurre dans le palmier, à ajuster le vent et à tirer. Le sniper leurre a sursauté et est tombé du palmier. George a immédiatement tourné son fusil vers le figuier des Bagnans. À 91 pieds de haut, le vrai sniper réagirait au bruit du coup. Il se tournerait vers le son et cette rotation créerait un mouvement. George l'a vu, un léger déplacement. Le sniper changeait de position pour faire face à celle de George. George a mis le réticule sur la forme sombre et a tiré avant que le sniper ne puisse se retourner complètement. Le vrai sniper est tombé et son fusil a chuté après lui. 2 coups, 2 victimes, mais George avait révélé sa position à quiconque observait. Il a attrapé son fusil et ses munitions, a couru, se déplaçant vers l'est le long de la ligne de roche et a sauté dans un fossé de drainage à 40 yards de là. Il s'est enfoncé dans la boue et a attendu. À 8h34, des tirs de mitrailleuses japonais ont balayé les rochers où ils se trouvaient 6 secondes plus tôt. Les balles ont soulevé de la poussière et des éclats de roche, et les tirs ont duré 17 secondes. Quand ils ont cessé, George a compté jusqu'à 60 avant de bouger. Il a bougé à nouveau, cette fois vers une position à 100 yards à l'est, un cratère de bombe partiellement rempli d'eau de pluie. George s'est assis dans le cratère avec de l'eau jusqu'à la poitrine, a placé son Winchester sur le bord et a continué à scruter les arbres avec ses jumelles. 10 victimes confirmées, il en restait une. Le 11e sniper serait le meilleur, le plus intelligent, le plus expérimenté. Il avait vu 10 de ses camarades mourir en 3 jours, et il connaissait les tactiques de George et son fusil. Il connaissait la position approximative de George, et quelque part dans ses arbres, il observait, attendait, planifiant. George scrutait la forêt à travers sa lunette et le grossissement du Lyman Alaskan rendait les formes lointaines visibles mais non identifiables. Chaque point sombre pouvait être une branche d'arbre ou un homme, alors George devait examiner chacun attentivement. À 9h47, il réalisa son erreur. Le 11e tireur d'élite n'était pas dans l'arbre. Il était au sol et se déplaçait vers la position de George. George aperçut un mouvement à la périphérie de sa vision. 60 yards au sud, près du sol, une silhouette se déplaçait à travers les buissons parallèlement à la ligne des arbres. Le tireur d'élite japonais utilisait la végétation du sous-bois comme cachette. Fougères, lianes, branches cassées. Il rampait vers la dernière position connue de George près des rochers. George était immobile dans la mare d'eau, son Winchester à l'épaule, sa respiration contrôlée. Mais l'angle était mauvais. Le bord de la mare lui bloquait la vue sur le tireur d'élite qui approchait. George devait se lever pour avoir un tir dégagé, mais se lever l'exposerait. Le tireur d'élite japonais s'arrêta à 9h52. Il était arrivé à 40 yards des rochers. George observa à travers sa lunette. Le tireur d'élite étudiait les rochers, cherchant un mouvement, un signe de la cible. George attendit. La patience était la compétence clé du tireur d'élite, la capacité à rester immobile. Laisser le temps passer pour attendre le bon moment plutôt que de forcer un mauvais tir. À 9h58, le tireur d'élite japonais commença à reculer. Il rampa jusqu'à 35 yards, puis 30, puis 25 yards des rochers. Il approchait par le sud, le côté que George avait utilisé lorsqu'il avait évacué. Sous le feu de la mitrailleuse, George comprit la tactique. Le tireur d'élite japonais avait observé l'attaque à la mitrailleuse et savait que George s'était déplacé vers l'est depuis les rochers. Il suivait la voie de fuite la plus probable, chassant George comme George l'avait chassé. À 10h03, le tireur d'élite japonais atteignit les rochers. Il se glissa dans la position de mitrailleuse et prit position face à l'est vers le fossé de drainage, vers la zone où George aurait dû se déplacer. Le tireur d'élite était maintenant à 38 yards de la position réelle de George dans la mare, mais il faisait face à la mauvaise direction et son dos était exposé. George avait un tir clair sur le centre du corps. 38 yards était un tir facile, même sans lunettes, mais George hésita. Ce tireur d'élite avait survécu aux 10 jours de la campagne américaine à Point Cruz Groves. Il avait vécu plus longtemps que 10 autres tireurs d'élite qui avaient été tués pour avoir commis des erreurs, mais cet homme ne ferait pas d'erreur. La position dans les rochers était trop exposée, trop vulnérable. Aucun tireur d'élite expérimenté ne resterait là plus de quelques secondes. Ce devait être un autre leurre, une autre position piégée. George garda sa lunette sur le tireur d'élite dans les rochers, mais élargit sa conscience aux alentours au cas où ce serait un leurre. La véritable menace serait positionnée
positionné pour le soutenir, quelque part d'où l'on pourrait voir quiconque tirerait. À 10h06, George repéra un deuxième soldat japonais, à 70 yards au nord-ouest des rochers, derrière un tronc d'arbre abattu. Ce soldat ne bougeait pas, ne changeait pas de position, il observait et attendait. Son fusil était pointé vers le fossé de drainage où George aurait dû se cacher. Deux hommes, pas un. Le 11e tireur d'élite avait amené un soutien, ou peut-être étaient-ce les deux derniers tireurs d'élite, les numéros 10 et 11, opérant ensemble. George prit une décision. Il ne pouvait pas abattre les deux hommes avant qu'ils ne réagissent. Le Winchester à verrou nécessitait qu'ils réarment entre chaque coup. Cela leur donnerait le temps de localiser sa position et de riposter. Il lui fallait une autre approche. George s'enfonça lentement plus profondément dans l'eau. Il s'enfonça jusqu'à ce que seuls ses yeux et le sommet de sa tête dépassent de l'eau. Il maintint le Winchester pointé vers le ciel pour que l'eau n'entre pas dans le canon. Puis, il attendit. À 10h13, le soldat japonais dans les rochers se leva. Il avait passé 10 minutes à observer le fossé de drainage et n'avait rien vu. Il crut que George s'était déplacé plus loin vers l'est. Il se retourna et fit signe à son coéquipier derrière le tronc abattu, et tous deux commencèrent à se déplacer vers l'est. Ils avançaient parallèlement, à 70 yards l'un de l'autre, effectuant un balayage, prévoyant de débusquer George ou de localiser sa position. George resta immobile dans l'eau. Les deux soldats japonais passèrent devant sa mare. Ils étaient maintenant entre George et la ligne des arbres, le dos exposé. George émergea lentement de l'eau, leva silencieusement le Winchester à son épaule. L'eau goûtait du canon, de son uniforme, de son visage. Il visa le soldat le plus proche, celui qui avait été dans les rochers. À 42 yards maintenant, George tira. Le soldat tomba. George actionna la culasse, chambra une autre cartouche. Il tourna le fusil vers le deuxième soldat. Derrière le tronc abattu, l'homme était en train de se retourner. 11 coups de feu avaient été tirés en 3 jours et 11 tireurs d'élite japonais étaient morts. George avait nettoyé cet endroit. Cruz était au courant de la menace qui avait tué 14 Américains en 72 heures. Mais alors que George sortait du cratère de bombe et ramassait les douilles usagées, il entendit un son qui le figea. Des voix japonaises, provenaient de la lisière de la forêt. Plusieurs personnes se dirigeaient vers les soldats tombés. George avait abattu les tireurs d'élite, mais il n'opérait pas seul. George se replongea dans le cratère, l'eau froide et boueuse, s'immergeant jusqu'à ce que seuls ses yeux émergent. Il maintint son Winchester à la verticale pour garder le canon propre. Les voix japonaises se rapprochaient. Au moins 6 hommes, peut-être plus, se dirigeaient vers les 2 tireurs d'élite morts. George entendit des branches cassées et l'équipement cliqueter. Ce n'étaient pas des tireurs d'élite, mais de l'infanterie, une patrouille ou une équipe de récupération envoyée pour récupérer les corps. George compta les secondes. Les voix s'arrêtèrent près du premier corps, à 42 yards de son cratère. Il était assez proche pour les entendre clairement, bien qu'il ne comprenne pas les mots. Ensuite, les voix se déplacèrent vers le second corps, avec des conversations pressantes. À 10h28, les voix recommencèrent à bouger, non pas vers la lisière de la forêt, mais en direction du cratère de George. Ils avaient trouvé ses empreintes. Il y avait des traces de bottes dans la boue, des rochers menant au cratère. George avait été prudent avec le bruit et les mouvements, mais pas avec les traces. George avait 5 cartouches dans son Winchester contre au moins 6 soldats japonais, un rapport défavorable pour un fusil à verrou. Il considéra ses options, se cacher et espérer qu'il passe, ou combattre. Les voix se rapprochaient, 30 yards, 25 yards, 20 yards. À 10h31, un soldat japonais apparut au bord du cratère, regardant directement George. Leurs regards se croisèrent et George tira depuis sous l'eau. Le soldat tomba en arrière, George arma pendant qu'il était encore immergé, rechargea une cartouche et se releva. 2 autres soldats au bord du cratère. George tira, arma, tira à nouveau et les 2 soldats tombèrent. Il restait 3 cartouches et George entendit des cris et d'autres soldats s'approcher de lui. Il sortit du cratère par le nord, s'éloignant des voix qui approchaient. Il courut 20 yards et se cacha derrière un arbre abattu. Les fusils japonais crépitèrent à travers la forêt. Les balles frappaient le sol autour du cratère et autour de l'arbre abattu. Les soldats tiraient sur le mouvement, sur le bruit, pas sur une cible précise. George resta accroupi et observa la zone à travers sa lunette. George vit du mouvement. 2 soldats s'approchaient du cratère à 50 yards. Alors il visa le premier et tira. Le soldat tomba et le second se jeta à couvert. Il restait 2 cartouches et George entendit plusieurs voix derrière lui. Les Japonais l'encerclaient.
Un groupe avançait par le sud, un autre par l'est. George allait être encerclé. Il prit une décision. Il ne pouvait pas gagner un échange de tirs avec un fusil à verrou contre plusieurs soldats armés d'armes semi-automatiques. Il devait rompre le contact et retourner vers les lignes américaines. George attrapa son fusil et courut vers le nord. Il traversa des forêts épais. Les lianes s'enroulaient autour de ses bottes, les branches lui fouettaient le visage. Les fusils japonais le poursuivaient, les balles sifflaient, frappaient les arbres et soulevaient la terre. George courut pendant 90 secondes avant de plonger dans un autre cratère. Ce cratère était sec. Il se colla contre la paroi et écouta. Les voix japonaises étaient maintenant lointaines. Ils ne poursuivaient pas. Ils se rassemblaient autour des corps de leurs camarades. George vérifia son fusil, de la boue sur la crosse et de l'eau goûtant encore du canon. Il lui restait 2 cartouches et pas de chargeur. Le chargeur était dans son sac à dos et le sac à dos quelque part près du cratère rempli d'eau. À 10h47, George commença à se déplacer en retour, non pas en courant mais en marchant, en restant accroupi, utilisant le terrain comme couvert. Il se dirigea vers le nord-est en direction des lignes américaines. La forêt était silencieuse, ni voix, ni mouvement, seulement le bruit de sa propre respiration et le grondement lointain de l'artillerie. À 11h13, George atteignit le périmètre défensif américain. Un marine de garde l'interrogea et George s'identifia. Le garde le laissa passer, George se rendit au PC du bataillon et fit son rapport au capitaine Morris. Morris demanda un entretien complet et George le lui fournit. 11 tireurs d'élite japonais abattus en 4 jours et 12 cartouches tirées sur les tireurs d'élite. 11 coups au but, puis un échange de tirs avec l'infanterie et 3 autres morts avec un total de 5 cartouches dans cet engagement. Morris demanda l'état des munitions et George n'en avait plus que 2. Morris demanda à propos du fusil et George dit qu'il fonctionnait toujours mais nécessitait un nettoyage, avec de la boue dans les mécanismes et de l'eau dans le canon. Morris dit à George de nettoyer son arme et de se reposer. Pas d'opération le lendemain car le bataillon se déplaçait vers l'est et la zone de Point Cruz n'était plus une priorité. Les Japonais évacuaient Guadalcanal et les renseignements indiquaient qu'ils achèveraient leur retraite dans les 2 semaines. George retourna à sa tente, démonta son Winchester sur le terrain et passa 2 heures à nettoyer chaque pièce. Il passa des chiffons imbibés de cosmoline et d'huile pour armes dans le canon jusqu'à ce qu'ils ressortent propres. Il vérifia les supports de la lunette, ajusta la distance oculaire et chargea 5 nouvelles cartouches. À 14h, la nouvelle du quartier général de la division arriva. Le commandant de bataillon voulait voir George. George se rendit au QG, se demandant si Morris avait fait un rapport négatif concernant l'engagement non autorisé, la consommation excessive de munitions et l'action en solitaire sans soutien. Au lieu de cela, il vit Morris et 2 autres officiers qui l'attendaient, dont le colonel Ferry, commandant du régiment, qui avait une question. George pouvait-il entraîner d'autres hommes à faire ce qu'il avait fait ? George dit qu'il pouvait essayer, mais qu'il aurait besoin de temps et de fusils à lunettes. Et ceux qui savaient déjà tirer, Ferry dit que la division possédait 14 fusils Springfield avec lunettes universelles, des fusils de sniper laissés par les Marines. Et Ferry avait 40 hommes dans le régiment qui avaient atteint le statut de tireur d'élite avant le déploiement. Ferry voulait que George forme une équipe de snipers, entraîne ses hommes, développe des tactiques et élimine tous les tireurs japonais restants dans la zone d'opération américaine. George accepta, mais à une condition. Il voulait garder son Winchester. Ferry approuva la demande et George conserva son Winchester modèle 70. Les 14 Springfield avec lunettes furent attribués aux hommes que George allait entraîner. L'entraînement commença le 27 janvier et George rassembla 40 hommes sur un champ de tir temporaire à 2 miles à l'est d'Henderson Field. Ces hommes étaient théoriquement des tireurs d'élite. Ils avaient été qualifiés avec des viseurs en fer jusqu'à 500 yards. Mais aucun d'eux n'avait d'expérience de combat en tant que sniper et aucun n'avait jamais tué depuis une cachette. George commença par les bases, le contrôle de la respiration, la pression sur la détente, lire le vent. Les Springfield pesaient 11 livres avec la lunette universelle, plus lourde que le M1 et plus lourde que le Winchester de George. Le poids rendait l'arme stable mais fatiguait les bras lorsqu'on la tenait longtemps. George leur apprit à utiliser tout point d'appui disponible, rochers, rondins, sacs de sable. La jungle offrait rarement des positions de tir idéales, donc les tireurs devaient s'adapter au terrain et créer un support stable à partir de tout matériau disponible. L'entraînement sur le champ de tir dura 3 jours et George fit tirer les hommes sur des cibles fixes, de 100 à 400 yards, puis des cibles mobiles, puis des cibles partiellement masquées par la végétation.
Le 30 janvier, 32 des 40 hommes pouvaient toucher régulièrement une cible de taille humaine à 300 yards. Sur le terrain, George les divisa en 16 équipes de 2, un tireur et un observateur. L'observateur portait des jumelles et un fusil M1. Sa tâche était de localiser les cibles et d'assurer la sécurité pendant que le tireur opérait. Après chaque élimination, les rôles pouvaient être échangés. Cela permettait aux deux hommes d'être compétents et éviter un point faible unique en ne dépendant que d'un seul tireur. Le 1er février, George emmena 4 équipes sur le terrain. Leur mission était de nettoyer les positions japonaises à l'ouest de la rivière Mataniko. Les renseignements signalaient que de petits groupes de soldats japonais étaient encore actifs dans cette zone. Pas des snipers, mais simplement des fantassins retardataires qui n'avaient pas été évacués. Les 4 équipes se mirent en position à l'aube. George fut jumelé avec un observateur nommé le caporal Hayes. Ils s'installèrent sur un point élevé surplombant un sentier que les Japonais utilisaient pour le ravitaillement. À 7h20, un soldat japonais apparut sur le sentier. Hayes confirma la cible avec ses jumelles. George tira et le soldat tomba. George réarma et scruta la zone pour une autre cible. Aucune cible n'apparut pendant les 6 heures suivantes. L'équipe de George engagea 7 autres soldats japonais sur ce sentier. Il y eut 7 coups de feu, 6 morts et 1 raté à cause du vent. Les 3 autres équipes rapportèrent des résultats similaires. 23 soldats japonais furent tués ce jour-là, sans aucune perte américaine. L'équipe de snipers continua ses opérations jusqu'au début février, et le 9 février, l'équipe avait abattu 74 soldats japonais. Ce chiffre était prudent ne comptant que les morts confirmés lorsque le corps pouvait être observé. L'évacuation japonaise s'accéléra pendant cette période. Des destroyers arrivaient la nuit pour embarquer les troupes au cap Espérance, à l'extrémité ouest de Guadalcanal. Les forces américaines avancèrent vers l'ouest pour empêcher l'évacuation, mais les Japonais combattirent efficacement en action d'arrière-garde. L'équipe de snipers de George fut chargée d'éliminer les soldats japonais qui protégeaient les routes de retraite. En février, alors que George opérait près de la rivière Tanamoboga, un fantassin japonais lui tira dessus. La balle toucha l'épaule gauche de George. L'impact le fit pivoter et tomber. Hayes tira George à l'abri et appela un infirmier. La blessure était grave, mais pas mortelle, car la balle avait traversé le muscle sans toucher d'os ni de vaisseau principal. George fut évacué vers un hôpital de campagne près d'Henderson Field. Les médecins nettoyèrent la blessure et la recousirent. Ils dirent à George qu'il guérirait, mais qu'il devait se reposer, sans participer au combat pendant au moins 3 semaines. George resta 2 semaines à l'hôpital de campagne, pendant lesquelles les Japonais achevèrent leur évacuation de Guadalcanal. Le 9 février, les forces américaines atteignirent le cap Espérance et le trouvèrent vide. La campagne était terminée. L'équipe de snipers de George avait opéré pendant 12 jours avec 74 morts confirmés et aucune perte amie lors des opérations de sniper, et l'équipe fut officiellement reconnue. Selon le quartier général de la division, le colonel Ferry recommanda que George reçoive la Bronze Star. Mais la guerre de George n'était pas terminée alors qu'il se rétablissait à l'hôpital de campagne. Des ordres du commandement du Pacifique avaient été émis. L'armée avait besoin d'officiers de combat expérimentés pour une nouvelle mission, quelque chose en Birmanie, quelque chose de secret. George s'est porté volontaire et en mars, il était à bord d'un navire de transport naviguant vers l'ouest à travers le Pacifique. Son Winchester Model 70 était emballé dans une boîte étanche dans la cale et la lunette de visée Lyman Alaskan était enveloppée dans de la toile huilée. George ne connaissait pas les détails de la mission birmane. Il savait seulement qu'elle impliquait la guerre dans la jungle, des patrouilles longue distance et des opérations derrière les lignes japonaises. Le genre de mission où un homme capable d'atteindre une cible à 600 yards avec un fusil pouvait être utile. Le navire de transport arriva en Inde le 3 avril. George et 200 autres officiers furent informés de leur mission. Ils rejoindraient une nouvelle unité totalisant 3000 hommes. L'unité n'avait pas encore de nom officiel, les soldats se donnaient un autre nom, ils s'appelaient les Merrill's Marauders, les maraudeurs de Merrill. Le 5307th Composite Unit provisoire fut officiellement créé le 28 mai 1943, mais les soldats s'entraînaient depuis avril aux tactiques de pénétration à longue portée et aux opérations de survie dans la jungle sans ligne de ravitaillement. L'unité était modelée sur les Shindits du brigadier britannique Ord Wingate, de petites forces mobiles capables d'opérer profondément derrière les lignes ennemies pendant de longues périodes. George fut affecté au 2e bataillon. Son rôle n'était pas officiellement répertorié comme tireur d'élite.
L'armée n'avait pas de poste officiel de tireur d'élite dans son tableau d'organisation. Georges fut désigné comme chef de peloton de fusiliers, mais la recommandation du colonel Ferry l'avait suivi depuis Guadalcanal et le commandant du bataillon savait ce que Georges pouvait faire avec un fusil. L'entraînement avait lieu dans le centre de l'Inde et le terrain était différent de Guadalcanal, mais les principes restaient les mêmes, chaud, humide et une végétation dense limitant la visibilité. La jungle birmane serait pire, un terrain plus escarpé, des précipitations plus abondantes et un ennemi connaissant le terrain mieux que toute force américaine. Georges modifia son équipement pour la mission en Birmanie. Le Winchester modèle 70 avait bien fonctionné à Guadalcanal, mais il s'agissait d'opérations à courte portée avec un ravitaillement régulier. La Birmanie impliquerait des patrouilles de plusieurs semaines sur des centaines de kilomètres à travers la jungle. Chaque once de poids comptait. Georges retira la lunette Lyman Alaskan et la remplaça par une lunette Weaver 330 plus légère, offrant le même grossissement 2,5 fois, mais pesant 8 onces de moins. Il remplaça également la crosse en bois par une version synthétique plus légère. Ces modifications réduisirent le poids du fusil de 9 livres 12 onces à 8 livres 14 onces, ce qui n'est pas énorme. Mais lors d'une patrouille de 2 semaines transportant 60 livres d'équipement, chaque once comptait. Les maraudeurs de Merrill entrèrent en Birmanie en février 1944. Leur mission était de traverser le nord de la Birmanie et de prendre l'aérodrome de Myitkyina. Cet aérodrome était crucial pour les lignes de ravitaillement alliées vers la Chine, mais les forces japonaises contrôlaient la région. Avec environ 4000 hommes, les maraudeurs de Merrill avanceraient par voie terrestre à travers un terrain que les Japonais considéraient comme infranchissable pour de grandes forces. Le terrain comprenait montagnes, rivières, jungles, sans route et seulement quelques sentiers limités. La force transporterait tout son ravitaillement sur son dos ou par des mules de bas, sans véhicule motorisé ni soutien d'artillerie, seulement des fusils et des mortiers. Ils étaient capables de se déplacer rapidement à travers un terrain apparemment impossible. Le bataillon de Georges commença la marche le 24 février. La première semaine, ils parcoururent 83 miles à travers la jungle montagneuse. De nombreux soldats s'effondraient d'épuisement et les cas de paludisme augmentaient chaque jour. Les mules de bas avaient du mal avec le terrain et certaines durent être abattues après s'être cassé une patte sur les pentes raides. En mars, le bataillon avait parcouru 217 miles et affronté les Japonais à 12 reprises. Il y eut de petits engagements, des embuscades et des échanges de tirs rapides suivis de retraites précipitées. Les maraudeurs de Merrill n'avaient pas pour objectif de tenir le terrain. Ils étaient utilisés pour se déplacer, harceler, couper les lignes de ravitaillement et créer le chaos derrière les positions japonaises. Georges utilisa son Winchester à 3 reprises pendant la marche, une fois à 412 yards sur un officier japonais dirigeant ses troupes à un point de passage. Il tira un coup à 380 yards sur une position de mitrailleuse. Son troisième tir à 290 yards visa un tireur d'élite qui bloquait une patrouille de Merrill. 3 coups, 3 morts. Georges n'avait jamais tiré plus d'un coup par engagement. Le bruit du Winchester était très caractéristique, différent du claquement sec du garron. Un seul coup signalait sa présence, un deuxième était inutile. Cela donnerait aux Japonais le temps de le localiser. Georges avait appris à tirer et à se déplacer immédiatement. La marche vers Myitkyina prit 3 mois et à la fin mai, les maraudeurs de Merrill avaient parcouru plus de 700 miles. Ils avaient perdu plus d'hommes à cause de maladies que des combats, paludisme, dysenterie, typhus. L'unité qui était entrée en Birmanie avec 5300 hommes était réduite à moins de 3000 hommes en service. Le 17 mai, les maraudeurs de Merrill s'emparèrent de l'aérodrome de Myitkyina. L'opération fut un succès, mais le prix à payer fut lourd. L'unité n'était plus efficace au combat, trop de pertes, trop de malades, trop de temps dans la jungle, sans repos ni soins médicaux appropriés. Georges survécut à la campagne de Birmanie. Son Winchester survécut aussi, mais le fusil qui avait été efficace à Guadalcanal ne fut utilisé que 7 fois en 3 mois d'opération. Les maraudeurs de Merrill participaient rarement à des tirs de précision à longue distance, nécessitant un fusil avec lunettes. La plupart des combats se déroulaient à courte portée, embuscade à environ 50 yards ou moins, échange de tirs dans une végétation dense où l'on pouvait à peine voir à 30 pieds. Georges avait appris une chose en 3 mois en Birmanie. Le Winchester modèle 70 était un excellent fusil, peut-être le meilleur fusil de sport à un coup jamais fabriqué. Mais la guerre moderne changeait, et les fusils semi-automatiques comme le Garand devenaient la norme. La prochaine guerre nécessiterait des armes et des tactiques différentes, mais il n'y aurait pas de prochaine guerre pour Georges, du moins pas tout de suite.
En juin 1944, il fut évacué de Birmanie avec les derniers membres du groupe Marauders et l'unité fut dissoute. George fut réaffecté à des missions d'entraînement aux États-Unis, mais il n'utilisa plus jamais son Winchester au combat. George retourna aux États-Unis en juillet 1944 et l'armée le promut capitaine et l'affecta à Fort Benning en Géorgie. Son travail consistait à former les officiers d'infanterie au tir et aux tactiques de petite unité. Il enseignait les leçons apprises à Guadalcanal et en Birmanie, comment se déplacer en terrain jungle. Il enseignait comment identifier et éliminer des cibles à longue distance et comment opérer indépendamment sans ligne de ravitaillement. Il conserva son Winchester modèle 70. Le fusil était allé de l'Illinois au Tennessee, à Guadalcanal, en Inde, en Birmanie, puis en Géorgie. Il avait abattu au moins 14 soldats ennemis lors d'affrontements confirmés, peut-être plus. George avait arrêté de compter après la Birmanie. Le fusil reposait dans une armoire de son logement à Fort Benning. George le regardait rarement. La guerre avait changé. Les îles du Pacifique étaient reprises une à une. Les forces américaines avançaient à travers la France et en Allemagne, et le besoin de tireurs d'élite individuels avec leurs propres fusils diminuait. L'armée standardisait la production de masse, les pièces interchangeables, des soldats avec un équipement et un entraînement identiques. George comprenait la nécessité. La guerre moderne exigeait une échelle industrielle. Mais quelque chose se perdait, les compétences individuelles et l'approche artisanale du métier de soldat. L'idée qu'un homme avec le bon fusil et un bon entraînement pouvait changer l'issue d'une bataille se perdait aussi. George quitta l'armée en janvier 1947. Lieutenant-colonel, 2 Bronze Stars, 1 Purple Heart, Combat Infantryman Badge, il retourna dans l'Illinois et s'inscrivit à l'université de Princeton grâce au GI Bill. Il étudia les sciences politiques et obtint son diplôme avec mention en 1950. Après Princeton, George passa 4 ans à Oxford, puis 4 ans en Afrique orientale britannique à étudier la politique et les institutions régionales. Finalement, il s'installa à Washington, D.C. en tant que directeur exécutif de l'Institut des relations afro-américaines. Ensuite, il rejoignit l'Institut diplomatique du département d'État en tant que conseiller et instructeur sur les questions africaines. George ne parla jamais publiquement de Guadalcanal ou de la Birmanie pendant ces années. Il avait des collègues qui savaient qu'il avait servi dans le Pacifique, mais il ne savait rien de Point Cruz. Il ne savait rien des tireurs d'élite japonais. Il ne savait rien du Winchester modèle 70 rangé dans une boîte chez lui. En 1947, George décida d'écrire ce qui s'était passé, non pour le publier, juste pour son propre compte-rendu. Il voulait documenter les armes et les tactiques de la guerre dans la jungle, tant que les détails étaient encore frais. Il écrivit pendant 6 mois, le manuscrit faisait plus de 400 pages. Un ami à la National Rifle Association lut le manuscrit et proposa de le publier. George hésita. Le livre était technique, décrivant en détail les fusils, les munitions et les trajectoires, pas le genre de contenu qui attire les lecteurs généralistes. Mais la NRA le persuada. Le livre fut publié en 1947 sous le titre Shots Fired in Anger et il devint un classique parmi les passionnés d'armes à feu. Et pour les historiens militaires, le livre décrivait les expériences de George à Guadalcanal et en Birmanie avec une précision clinique. Pas d'embellissement, pas de glorification des héros, seulement des faits et des observations sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas au combat. Le livre est encore imprimé aujourd'hui, toujours utilisé comme référence par les collectionneurs et les historiens étudiant les armes légères de la Seconde Guerre mondiale. Les descriptions de George des armes japonaises restent parmi les documents contemporains les plus détaillés disponibles. George vécut pour voir les États-Unis s'engager dans 3 autres guerres, la Corée, le Vietnam, la guerre du Golfe. Il assista à l'évolution des fusils militaires du Garand au M14 puis au M16. Il vit le tir de précision devenir une spécialité militaire officielle avec un entraînement et un équipement spécialisé. Il vit les leçons de la Seconde Guerre mondiale être réapprises et améliorées par les nouvelles générations de soldats. John George mourut le 3 janvier 2009. Il avait 90 ans et le Winchester modèle 70 qui avait abattu des tireurs d'élite japonais à Guadalcanal fut donné au National Firearms Museum à Fairfax en Virginie. Il repose dans une vitrine avec une plaque décrivant son histoire. La plupart des visiteurs passent sans s'arrêter. Il ressemble à n'importe quel ancien fusil de chasse, mais ce n'est pas le cas. C'est le fusil qui a prouvé qu'un tireur champion d'État avec une lunette montée sur un rail pouvait tirer mieux que des tireurs d'élite militaire professionnels
professionnellement entraînés. C'est le fusil qui a nettoyé le bosquet de Point Cruz en 4 jours, alors qu'un bataillon entier n'avait pas réussi en 2 semaines. C'est le fusil qui a changé la façon dont l'armée américaine envisageait les compétences de tir de précision individuelle dans la guerre moderne. Si cette histoire vous a touché comme elle nous a touché, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque like dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque jour des histoires oubliées des archives poussiéreuses, des histoires de tireurs qui ont prouvé leur valeur par leur compétence et leur courage, de vraies personnes, un vrai héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces souvenirs vivants. Dites-nous où vous êtes, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi et dites-nous simplement que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de veiller à ce que John George ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux et vous contribuez à faire de cela une réalité.